numéro de l'affaire. Le greffier d'audience, bonjour mesdames et messieurs les juges. Ceci est l'affaire numéro IT0369T, le procureur contre Jovica Stanisic et Franco Simatovic. Le président, merci monsieur le greffier. Maître Jordache, si vous êtes prêt, vous pouvez démarrer. Mr. Groom is on his feet. I don't think he wants to prevent you from doing it, but to raise another matter. Je vois que M. Groom se lève, je ne crois pas qu'il veuille vous empêcher de... Monsieur Groom, eh bien, concernant un document du Royaume-Uni que la défense Stanisic a déclaré avoir l'intention de remettre à la Chambre, eh bien, je ne sais pas si cette intention vaut toujours, mais si c'est le cas, je souhaiterais pouvoir m'adresser au juge. Maître Jordache, eh bien, nous avons l'intention de le faire et je peux peut-être raccourcir un peu les choses en indiquant ce que nous avons l'intention de faire. Nous avons préparé un tableau de correction aux mémoires en clôture de l'accusation comprenant un certain nombre de choses telles que par exemple des citations incorrectes ou des omissions à présenter au juge de la Chambre, la façon dont des témoins se sont rétractés, etc. Je ne qualifierai pas cela d'argument. Ce sont des corrections qui sont liées au point relatif à la responsabilité pénale et j'espérais que nous serions en mesure de le faire et que l'accusation... j'espérais que nous pourrions le faire plus tôt. C'est quelque chose qui est un peu controversé. Nous souhaitions connaître la position de l'accusation à ce sujet, mais nous allons devoir demander à bénéficier d'un peu de temps au juge de la Chambre, peut-être à la fin de notre plaidoirie, peut-être demain, afin d'expliquer ce qu'il en est sur ce point. Si jamais il y a la moindre opposition de la part de l'accusation, le président, monsieur Maître Jordache, suggère d'attendre en fait sur ce sujet et que vous aurez la possibilité de présenter vos propres arguments. Qu'en est-il, monsieur Grom? Eh bien, c'est dans la mesure où quelque chose devait être remis à la Chambre que je souhaitais avoir la possibilité de m'adresser au juge. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je suis disposé à attendre. Le président, très bien. Dans ce cas-là, suivons la suggestion de Maître Jordache avec l'accord de Monsieur Groom. Maître, je crois que vous bénéficiez de 2h30. Je vous suggère de couper ceci en 2 volets d'audience de 75 minutes. Maître Jordache, merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Dans ce cas-là, allez-y, s'il vous plaît. Today, in the main, we will address... Aujourd'hui, pour l'essentiel, nous allons aborder certains aspects du mémoire en clôture de l'accusation ainsi que leur approche en l'espèce. De moins, nous aborderons leur réquisitoire d'hier. Monsieur Stanisic doit être acquitté de tous les chefs d'accusation. Il doit pouvoir quitter ce prétoire libre sans que sa réputation ne soit entachée. Nous exhortons les juges de la Chambre de rejeter la thèse de l'accusation et lui permettre de rentrer dans sa famille et dans sa communauté pour jouir de la paix qu'il a aidé à garantir pendant la guerre en ex-Yougoslavie. La thèse qui est présentée contre lui n'est même pas raisonnable, encore moins prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Nous ne laissons pas entendre qu'il était erroné de poursuivre M. Stanisic. Nous savons que M. Stanisic était proche des événements qui relèvent de l'acte d'accusation et que ceci soulève un certain soupçon. Mais nous faisons valoir que ce procès a amplement démontré que ce soupçon ne nous dit rien de plus, hormis le fait que M. Stanisic était le chef de la sécurité de Serbie en temps de guerre. Il était impossible d'être un chef des services de sûreté de l'État efficace pendant une guerre civile sanglante sans être proche des événements. Un procureur averti et une poignée de témoins servant leurs intérêts peuvent faire valoir ce fait pour présenter des faisceaux de preuves. Mais malgré les efforts qu'ils ont déployés, ce soupçon ne peut pas être transformé en preuve au-delà de tout doute raisonnable. Les éléments de preuve sont simplement trop équivoques, trop peu fiables et insuffisamment étayés concernant les questions essentielles
pour répondre à la charge de la preuve. En 1991, M. Stanisic était assistant de service de sûreté en Serbie entre 1992 et 1998. Il a été à la tête de ces services. Bien sûr qu'il a participé à la guerre. Bien sûr qu'il a exercé une certaine influence. Bien sûr qu'il a assisté aux réunions avec un nombre important d'acteurs critiques, notamment Milosevic, Martic, Babic, Karadzic et Mladic, etc. Bien sûr qu'il ne pouvait pas exprimer son désaccord avec la politique gouvernementale en public. Bien sûr que lors de réunions, il a certainement dû s'aligner avec certains aspects de la politique du gouvernement serbe. Cela, nous le savions dès le début du procès. Nous savons que ces faits ont soulevé des questions légitimes. Mais ces questions n'ont pas été abordées de façon équitable par l'accusation lors de la conduite du procès du réquisitoire de l'acquisition. Et les réponses n'ont pas permis de prouver cette thèse au-delà de tout doute raisonnable. Plutôt que de concéder un seul pouce lors de ce procès extravagant, l'accusation continue en affirmant que tous les aspects de sa thèse ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Comme nous le ferons valoir au cours de ces plaidoiries, en refusant de faire une seule concession ou de tenter de masquer l'effondrement de leur thèse sur des questions cruciales, l'accusation tente d'ignorer la présomption d'innocence de M. Stanisic. Il a rencontré Milosevic et d'autres dirigeants serbes. Il a fourni des informations relatives à la sécurité au gouvernement serbe. Il a communiqué avec Karadzic, Martic, Babic et d'autres pour obtenir les meilleures informations possibles. C'était une voie de communication entre les dirigeants sur des questions relatives à la sécurité de la Serbie. Cela cadrait parfaitement avec ses attributions. L'accusation doit prouver que la proximité de M. Stanisic aux dirigeants et ces activités-là n'étaient pas conformes à ses obligations légales et ils doivent prouver, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il visait à la réalisation des crimes. Au lieu de cela, l'accusation continue à faire valoir, sans pour autant apporter son concours, sans pour autant aider les juges de la Chambre sur la question de ces différences essentielles. Tout ce que M. Stanisic a fait était dans le but de concourir à la réalisation des crimes. Tous les agents de l'ADB étaient criminels. Tous les efforts qu'il a déployés pour garantir la sécurité de la Serbie étaient illégitimes. Chaque mobile était mauvais. Il est responsable de tous les approvisionnements. Chaque force serbe, de tous les paramilitaires. L'accusation a depuis longtemps renoncé à présenter une thèse raisonnable et encore moins une thèse qui permettrait à M. Stanisic, d'attribuer à M. Stanisic une tâche légitime, vitale, non politique, qui impliquait la protection de millions de citoyens serbes. La Serbie avait un système de sécurité qui fonctionnait et donc il était important de faire intervenir la sécurité de l'État, la sûreté de l'État. C'est un point de départ. Nous faisons valoir, Madame, Messieurs les juges, et nous tenons compte ici de la présomption d'innocence. Il ne suffit pas simplement de montrer qu'il était présent sur le terrain ou de présenter d'autres éléments analogues pour préciser que ces activités légitimes devaient certainement être une couverture pour autre chose. Bien évidemment, M. Stanisic aurait pu démissionner de son emploi. Il aurait même évité les défis de ce procès pénal qui ont perturbé sa vie, terni sa réputation et laminé sa santé. Mais ceci eût été une voie facile, un chemin facile à emprunter.
Et nous faisons valoir de façon aussi énergique que possible que lorsqu'il est resté à son poste, c'est ce qu'il convenait de faire dans le respect des principes. La guerre n'était pas sa priorité, mais c'était sa préoccupation néanmoins. Et nous allons souligner au cours des 2 prochaines heures et demie qu'à un moment où il y avait un tourbillon de folie et de haine ethnique, sa voix s'élevait comme une des rares voix de la raison. Nous faisons valoir que les éléments de preuve montrent qu'il n'a jamais été nationaliste, qu'il n'a jamais détesté les non-serbes ou cru à la supériorité des Serbes. Il n'a jamais cru que le pouvoir était une fin en soi. À un moment où les dirigeants de part et d'autre allaient vers la guerre, lui seul s'est tourné vers la communauté internationale pour les aider à mettre un terme à ce conflit terrible. Dès le départ, il ne pensait même pas qu'il était possible que la Yougoslavie puisse être tenue ensemble, encore moins de créer une grande Serbie. Il croit à une grande Serbie, mais il sait que ceci n'a rien à voir avec des terres ou un territoire, mais que cela a à voir avec des peuples, des valeurs et le fait d'être un membre d'une communauté internationale progressiste. Et l'accusation n'a pas prouvé le contraire. Au paragraphe 1258 de notre mémoire en clôture, l'entreprise criminelle commune n'est pas un concept ouvert qui autorise la condamnation en se fondant sur la culpabilité par rapprochement ou de collectiviser la culpabilité. La preuve de l'importance de la contribution de l'accusé est requise pour prouver que l'accusé partageait l'intention de réaliser les crimes et le but criminel. Ce qui signifie qu'il faut se raccrocher aux principes fondamentaux d'un procès, de filtrer avec application les éléments de preuve et d'appliquer de façon prudente la charge de la preuve. Malheureusement, l'accusation a renoncé à ces fondamentaux. Après avoir observé et était attentive à la phase de la thèse de la défense, l'accusation justifie le versement au dossier d'un nombre de nouveaux éléments de preuve sans précédent qu'ils déposent sur l'autel de la contextualisation. On peut s'attendre à ce que leurs arguments finaux seraient méticuleux et qu'ils s'efforcent de garantir qu'ils ne conduisent pas en erreur les juges de la Chambre et que les événements de preuve saillants soient portés à l'attention de vous, Madame, Monsieur les juges. Bien au contraire, le mémoire en clôture de l'accusation fait tout pour éviter de présenter la globalité des éléments de preuve et le caractère gênant des faits et de la vérité. Dans la planche numéro 2, nous définissons nos plaidoiries qui seront divisées en 3 parties. La première partie abordera les problèmes thématiques inhérents à l'approche de l'accusation sur la question de la responsabilité individuelle de M. Stanisic. Dans cette partie, nous aborderons la manière dont l'accusation a tenté de renverser la charge de la preuve et de réduire le critère de la preuve. Cette partie de nos arguments reposera sur un tableau d'erreurs que nous avons préparé pour les juges de la Chambre. Demander à une Chambre de retirer la liberté à un homme pour le reste de ses jours est un acte d'une extrême solennité. Et il s'agit dans ce cas d'avoir une attitude raisonnable par rapport, une approche raisonnable aux faits en question. Ceci ne permettra en rien de rehausser la réputation du tribunal. Dans la deuxième partie, nous allons aborder le principe fondamental de la thèse de l'accusation contre M. Stanisic, qu'il était le principal coordinateur et la principale voie de communication entre Milosevic, Martic, Babic, Hadžić et Karadzic. Il est censé... Pour remplir ses fonctions, il est censé avoir coordonné les crimes entre ses différents dirigeants régionaux.
C'est ainsi qu'il aurait réussi à exercer son autorité sur différents événements militaires, déployer Arcane en SBSO, déployer les bérets rouges et les scorpions, et ailleurs, déployer les bérets verts dans le cadre de l'effort de guerre, déployer les scorpions, planifier les opérations de Vukovar, etc. Nous allons montrer que les événements de preuve ne sont pas réunis et n'arrivent pas à la cheville de cette prémisse. Dans la troisième partie, nous nous concentrerons sur Stanisic en tant qu'homme et en tant que professionnel. Malgré les croyances du profane, parce que c'est effectivement ce dont il s'agit ici, qu'au moment où des crimes horribles sont commis, tous ceux qui sont à des postes de dirigeants doivent être tenus responsables. Les éléments de preuve qu'il était possible d'être en place, de nager contre le courant et d'aider, souvent de façon intangible, pour obvious, but no less important. pour soulager la douleur et la souffrance. Et bien sûr, nous allons démontrer de façon plus facile que la négociation dans le cadre de la remise en liberté des otages à Fort Pony en 1995 et le sauvetage des Français sont des exemples tout à fait manifestes. Moins manifestes et plus importants sont les mesures que Stanisic a prises qui ont préparé la voie pour garantir une Serbie plus calme malgré la présence d'extrémistes aux esprits échauffés, tels que Babic et Martic, qui étaient déterminés à emmener leur peuple en enfer. Il y a eu ensuite la diplomatie silencieuse, les nuits studieuses, centrées sur les actions des criminels, le démantèlement stratégique des réseaux criminels, ces efforts consistant à cajoler Babic pour qu'il signe le plan Vance Owen. Sa coopération secrète avec les partenaires de la communauté internationale cruciaux à partir de 1991, alors que les Balkans brûlaient dans le cadre d'une folie ethnique, etc., etc. Il a gardé la tête froide, alors que d'autres perdaient la tête. Ces actes représentent l'homme et le professionnel et sont essentiels si l'on veut évaluer le mens rea, l'élément moral. Nous faisons valoir que ces actes ont été prouvés et non pas les allégations, ce qui a été fabriqué de toutes pièces et les rumeurs qui ont été présentées par des témoins à charge non fiables. Ceci constitue le tremplin à partir duquel vous pourrez juger de la véritable intention de l'accusé. La troisième partie évoque ceci dans le détail. Alors, si nous pourrions maintenant regarder la planche numéro 3, l'approche inappropriée de l'accusation, la question de la responsabilité pénale individuelle. Nous faisons valoir que l'approche de l'accusation en l'espèce est érodée. En principe, ceci invite à penser à la culpabilité par rapprochement et aux conjectures. Le procès contre Stanisic, à tous égards, manque de preuves directes. La thèse repose sur un réseau de déposition de témoins 92 terres et une tentative qui consiste à vouloir établir un lien entre Stanisic et Stematovic et d'autres éléments de preuve indirects fait essentiellement de oui-dire multiples et de conjectures. En conséquence, l'accusation s'est laissée aller
à utiliser différentes stratégies et nous exhortons les juges de la Chambre de les analyser avec le plus grand soin. Nous pouvons maintenant passer à la planche numéro 4. La première stratégie de ce genre consiste à dire que l'accusé a travaillé secrètement ou dans les coulisses. Alors, si je fais valoir l'image hollywoodienne d'un service de sûreté de l'État, peut-être que les pratiques illégales qui ont vu le jour après le 11 septembre, les pratiques illégales de la CIA et de M16. L'accusation tente, à l'instar de ces derniers, de conserver certains aspects de sa thèse de l'entreprise criminelle commune. La planche 4 fournit une sélection d'illustrations qui sont les tentatives de l'accusation visant à dissimuler la pauvreté des éléments de preuve à l'appui de sa thèse. Until the prosecution's closing brief, the prosecution had not alleged. Une pratique qu'ils ont développée. Et lorsque on conteste la pauvreté des éléments de preuve à l'appui des accusations, l'accusation fait valoir que les actes de l'accusé ont été faits dans le secret. Ce récit inventé tente de réduire la charge de la preuve en affirmant sans l'étayer véritablement que les actes de Stanisic ont été entrepris secrètement. La dernière affirmation à la planche numéro 4 est un bon exemple de cette stratégie. Jusqu'à son mémoire en clôture, l'accusation n'avait pas allégué que Stanisic contrôlait les scorpions secrètement. Au contraire, dans leur mémoire préalable au procès en 2007, au paragraphe 81, l'accusation allègue, je cite, « Les scorpions ont également reçu des livrets comportant des cartes d'identité indiquant qu'ils étaient membres de l'ADB. » Je suppose que ces cartes d'identité devaient être montrées en public, indiquant quel était le statut et les privilèges des hommes appartenant à cette unité de l'ADB. Après avoir analysé les éléments de preuve de Stoparic qui se sont effondrés lorsque le témoin était à la barre, JF24 et JF29 n'ont pas pu apporter la preuve et se sont élevés tardivement pour dire que l'ADB ne leur avait jamais délivré de carte d'identité. Maintenant, ils affirment que l'accusé contrôlait les scorpions. Il s'agit là, bien sûr, d'un raisonnement intellectuel désespéré. Bien sûr, M. Stanisic a agi dans le secret. Il travaillait pour les services secrets. Mais avec des mesures de protection en place au TPY, certains éléments d'information ne sont pas rendus publics, et ce pour une très bonne raison. Cependant, lors de ce procès, nous, dans ce prétoire, les sténotypistes, les interprètes, l'accusation, le greffe et la défense, nous sommes dans le secret de ce que l'on appelle des informations confidentielles au TPY. De même, quelques-unes des actions de Stanisic n'étaient pas divulguées au public et par conséquent étaient tenues secret. Comme l'allègue l'accusation, cependant, les initiés auraient été au courant de ces actions et ils ne savaient pas, prouve que M. Stanisic n'a pas agi. Bien que ceci ne figure pas sur la planche numéro 4, essayons de regarder pendant quelques instants la théorie avancée par Babic. Babic est le seul témoin de l'accusation qui est déposé au sujet de l'existence d'une structure parallèle dans la région autonome de Krajina. Babic a affirmé que le RDB avait initié des activités de combat de la fin du mois de juin 1991 au-delà. Et selon Babic, la RDB aurait exercé un contrôle global sur tous les événements de l'époque en Krajina. Selon lui, cette structure parallèle aurait contourné la chaîne de commandement des autorités civiles et militaires de jure, provoquant une réaction et de la peur parmi les Serbes, ce qui a causé une escalade de l'intolérance et de la violence se soldant par la guerre. Babic a apporté un soutien indirect à cette façon de faire en ne prenant pas position contre leur méthode, si l'on se réfère en tout cas à son accord de plaidoyer. Le problème est que cette théorie est soutenue et
étayé par très peu d'éléments de preuve. Il y a des éléments de preuve très peu convaincants de l'existence d'un rôle de premier plan de Stanisic dans la détérioration dans la création de Golubic. Et ces éléments de preuve sont tout simplement absents. Bien entendu, il n'était pas possible pour Stanisic de contrôler l'ensemble des activités militaires en Krajina sans que quiconque l'ait observé en dehors de Babic. Il est impossible que 5000 personnes aient été contrôlées par le commandement d'une unité de la DB sans que personne n'ait connu cela pour être la vérité. S'il y avait eu la moindre part de vérité dans ces affirmations, d'autres témoins initiés auraient été au courant de cela. C'est là une contradiction qui se trouve au cœur de la théorie de l'accusation et qui prête à confusion, induite en erreur. Car en même temps que l'accusation affirme que M. Stanisic agissait en secret, elle affirme qu'il agissait avec une totale imprudence. Par exemple, l'accusation affirme qu'il a dépêché des camions bleus du MOUP à objectif à but spécial avec des plaques d'immatriculation bleues du MOUP, des plaques de la police, qui étaient remplies d'armes, qu'il a rencontré personnellement un témoin pour remettre des sacs d'argent liquide afin de financer la police de Krajina, qu'il a créé le groupe paramilitaire des Bérets Rouges qui s'est déployé dans les zones de guerre en mettant en place 26 camps d'entraînement et qui constituait en fait la colonne vertébrale de l'effort de guerre. Au paragraphe numéro 17 du mémoire en clôture de l'accusation, il est indiqué que M. Stanisic aurait rencontré régulièrement les dirigeants serbes en Krajina, s'assurant qu'ils avaient accès aux membres de l'entreprise criminelle commune à Belgrade, qu'il est arrivé ensuite à Dalj à la mi-septembre 1991, où il criait en public au sujet de l'échec de la direction de la SBSO à libérer Vukovar. Que 5 intermédiaires supplémentaires avaient organisé la livraison de centaines et de milliers de tonnes de matériel militaire par l'intermédiaire de Prodanic et que les associés des Serbes en Republika Srpska et en RSK se rencontraient pratiquement quotidiennement. Et pourtant, l'accusation a affirmé que Stanisic travaillait dans l'ombre. Il est tout simplement impossible d'être responsable de la livraison de centaines et de milliers d'armes pendant toute la période couverte par l'accusation, ainsi que l'avance un témoin sous le régime de l'article 92 quater, sans que personne ne soit au courant, sans que 5 personnes ne le sachent, selon B179. Mladic et Milovanovic, au moins, auraient dû le savoir. Au lieu de cela, comme nous le verrons dans quelques instants, il y a une seule référence dans les carnets de Mladic à une seule livraison effectuée par Prodanic, le chef de la 8e administration. Et comme nous pouvons le voir, ces armes n'étaient même pas destinées à la VRS. Mladic, d'ailleurs, ne disposait même pas du numéro de téléphone de Stanisic avant 1995. Milovanovic a rencontré Stanisic en 1993 et pensait qu'il était un serveur. Est-il possible de dépêcher Dragan ou Tsernogorats à Brčko en 1991 afin qu'ils entraînent les forces bosno-serbes au titre du projet des 28 entraîneurs d'élite sans que les autorités de la Republika Srpska soient au courant de leur venue et sans qu'elles sachent que c'était Stanisic qui les avait envoyés? Sans qu'ils sachent que Stanisic voulait que cela ait lieu et qu'il coopérait avec ses membres de la VRS? En bref, lorsque Stanisic ou la DB étaient impliqués, cela était connu, non du public, mais du renseignement militaire, de ceux qui recevaient l'approvisionnement, et d'une multitude d'hommes de grade intermédiaire qui devaient participer à l'organisation.
Si l'accusation, après avoir passé au crible 9 millions de documents issus de ses archives, n'est pas en mesure de construire une théorie incriminant véritablement M. Stanisic, ce n'est pas parce que ce dernier travaillait dans l'ombre, c'est parce que ceci n'est pas vrai. Je voudrais que nous passions à la planche numéro 5. La seconde stratégie employée par l'accusation a consisté à réduire la charge de la preuve pesant sur elle, ce qui représente une invitation adressée à la Chambre, une invitation sur le interprète à faire fi de l'exigence formulée par la Chambre d'appel concernant la délimitation de l'objectif criminel commun qui doit être défini et établi au-delà de tout doute raisonnable. Ceci inclut la façon de définir, ceci inclut sur le plan interprète la définition de la façon dont les participants à l'entreprise commune ont recouru aux auteurs. Cela inclut le nom de ces auteurs et la façon dont il est affirmé que leur crime entre dans le cadre du but criminel commun. Ainsi que la planche 5 le montre, cela seul permet d'empêcher que la théorie de l'entreprise criminelle commune porte trop loin ou retombe dans une culpabilité par rapprochement. En l'espèce, l'accusation a omis de fournir à l'accusé des informations cohérentes au sujet de la théorie construite contre lui. Il est censé avoir utilisé des personnes étrangères à l'entreprise criminelle commune pour œuvrer à la réalisation de l'objectif de cette dernière, mais le cœur même de cette théorie s'est effondré. Au lieu de reconnaître cela, l'accusation a cherché à mettre sur pied une nouvelle théorie. Je voudrais maintenant passer à la planche numéro 6. La défense s'est systématiquement opposée à la façon dont l'accusation a essayé de créer une nouvelle théorie en affirmant qu'elle avait manqué à son obligation de communication à la défense. La planche numéro 6 contient des exemples des griefs de la défense concernant la réticence de l'accusation à identifier les personnes étrangères à l'entreprise criminelle commune que Stanisic aurait utilisées. Pourrions-nous passer à la planche numéro 7? Elle présente une vue d'ensemble du droit applicable à la responsabilité qui incombe à l'accusation de fournir les noms des auteurs de crimes. En bref, et comme affirmé au paragraphe 32 de la décision de 2009, dans la décision de 2009 dans l'affaire Karadzic, qui figure dans la planche, je cite, « L'identité des auteurs matériels allégués constitue une information pertinente pour la préparation d'une défense efficace. » Fin de citation. L'accusation du TPIY, en l'espèce, a convenu qu'elle devrait fournir ces informations à la défense dans la mesure, et je cite, « où elle dispose de telles informations ». La Chambre de première instance est au courant des préoccupations de la défense en matière de manquement aux obligations de communication, mais jusqu'à ce stade, la Chambre de première instance a considéré comme spéculatif l'argument de la défense consistant à dire que l'accusation allait s'appuyer sur des individus identifiés, par exemple, dans les dossiers individuels ou les soi-disant dossiers individuels de l'ADB en tant qu'auteur de crime. Alors nous passons à la planche suivante qui ne doit pas être diffusée. Comme nous pouvons le voir sur cette planche, nous avons là la liste de 48 personnes étrangères à l'entreprise criminelle commune ou auteurs matériels, y compris le cœur des 28, dont l'accusation a donné communication. La planche suivante est également confidentielle et à la différence de la précédente, elle contient la liste de 60 auteurs allégués ou personnes étrangères à l'entreprise criminelle commune figurant dans l'annexe A du mémoire en clôture de l'accusation qui ont été introduits en l'espèce sans notification en bonne et due forme.
Il s'agit donc d'auteurs allégués supplémentaires qui apparaissent du début à la fin du mémoire en clôture, mais qui ne figurent pas à l'annexe A. La note de bas de page numéro 851 est un bon exemple d'auteurs allégués qui sont d'eux-mêmes introduits en l'espèce de façon tardive. Et plutôt que de reconnaître le problème de cette notification tardive ou de l'absence de notification, ainsi que de la nécessité d'une notification, comme l'équipe de l'accusation l'a fait dans l'affaire Karadzic, l'accusation et au lieu d'essayer de convaincre la chambre de première instance que la défense n'a pas subi de préjudice, l'accusation à l'espèce s'est contentée de requalifier le problème. L'annexe A au mémoire en clôture de l'accusation est une invitation adressée à la chambre de première instance, invitation à écarter les critères habituels au profit d'une nouvelle version délayée construite autour d'un nouveau seuil de relations significatives. Je voudrais essayer de replacer ceci dans la logique des arguments avancés par l'accusation hier. Mesdames et messieurs les juges, vous pouvez être convaincus que Kostic, Kojic et tous ceux qui avaient un lien avec la DB, à quelque moment que ce soit, à quelques moments que ce soit, étaient aux ordres de M. Stanisic parce que, je cite, leurs actes étaient exécutés conformément à la façon dont Stanisic avait l'intention d'utiliser la DB de Serbie pour œuvrer à la réalisation de l'entreprise criminelle commune. L'accusation a dit hier n'a pas besoin de produire des éléments de preuve démontrant l'existence d'un ordre direct de Stanisic afin de s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe. En d'autres termes, vous pouvez conclure que ceux qui ont eu un lien ou une relation significative avec la DB agissaient pour le compte de M. Stanisic parce que la DB agissait pour œuvrer à la réalisation de l'objectif criminel commun, et nous savons que ces individus œuvraient à la réalisation de l'objectif criminel commun parce que l'ADB le faisait. L'annexe A, je crois, devrait plutôt être décrite comme un index des personnes ayant un lien particulier, une relation significative avec l'ADB de Serbie, ce qui est également connu comme le groupe central des 28 auquel s'ajoutent les auteurs allégués que nous souhaitons utiliser en l'espèce sans notification en bonne et due forme. Si l'accusation n'apprécie pas cela et ne l'accepte pas, peut-être dans sa réponse pourra-t-elle éclairer notre lanterne quant à ce que les juges de la Chambre sont censés faire de ces individus dont l'accusation dit qu'ils avaient une relation significative avec l'ADB et qui sont pertinents selon les termes utilisés par l'accusation hier. Ils devraient nous éclairer quant à ce qu'est leur compréhension du droit applicable qu'il convient d'utiliser pour déterminer si leur crime, à condition qu'on en établisse la réalité, entrait dans le cadre de l'objectif criminel commun. Toute action commise dans le cadre de crimes commis par des hommes qui n'ont pas été définis dès le début en tant qu'instrument de la réalisation de l'objectif commun et sans notification en bonne et due forme devrait être rejetée selon nous, en l'espèce. La troisième stratégie utilisée par l'accusation dans son mémoire en clôture a consisté à assimiler le travail de renseignement de l'ADB à des activités criminelles. Cela revient à dire que la présence d'agents opérationnels de l'ADB sur le terrain ne peut signifier rien d'autre que leur participation à des crimes aux ordres de l'accusé. Mais c'est au juge, cela représente sur le plan interprète une invitation adressée au juge de la Chambre, invitation à exiger des éléments de preuve de l'accusé
susceptible de prouver que ces agents ne participent pas à des crimes. C'est une inversion de la charge de la preuve, en d'autres termes. Les exemples les plus évidents de cette tentative de masquer cette distinction essentielle concernent les faits incriminés en SBSO, ainsi que le montrent les paragraphes 49 et 50 du mémoire en clôture de l'accusation. Cette dernière y affirme que, je cite, Stanisic a intégré des agents opérationnels de la DB du MUP de Serbie au sein du gouvernement de la SRO-SBSO et à d'autres postes dans toute la région afin d'œuvrer à la réalisation de l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune. Des agents opérationnels de la DB dont notamment Kojic et Kostic ont été extrêmement actifs et utiles en la matière. Au paragraphe 49 et 50, l'accusation suggère que, je cite, « leurs activités ne se sont pas limitées à collecter des renseignements, mais plutôt Kojic et Kostic, ainsi que d'autres membres de la DB du MUP de Serbie, participaient à d'autres travaux. » Alors nous pourrions nous demander de quels autres travaux s'agissait-il. Cela n'a pas été défini. Si le critère en question doit être satisfait, nous devons avoir la définition. Et regardons brièvement, examinons le cas de Kojic. Alors, en dépit du fait qu'il n'est pas mentionné qu'il ne soit pas mentionné dans l'acte d'accusation ou dans le mémoire en clôture de l'accusation, il a joué un rôle extrêmement important dans cette affaire. L'accusation souhaiterait que vous acceptiez que tout son travail, tout le travail qu'il a fait au nom du gouvernement de la SBSO était fait sur les ordres de Stanisic. Non pas qu'il puisse vous le prouver, et d'ailleurs il n'y a pas un seul ordre, une seule consigne qui lui a été donnée par Stanisic, mais tout simplement avant-il parce qu'il était engagé en tant qu'agent opérationnel chargé du renseignement par la DB. Planche numéro 10, et là nous verrons que les dangers de cette approche sont évidents, mais il faut les mettre en exergue. Sur la planche numéro 10, nous voyons qu'il y a une citation du témoin Bogunovic. Et cela montre que même lorsque l'accusation essaie de brouiller la différence entre le travail qui consiste à collecter des renseignements et un travail qui pourrait être considéré comme pour concourir à la réalisation de crimes, ceux qui se trouvaient sur le terrain à ce moment-là ont certainement, eux, fait la distinction en question. Comme l'a indiqué le témoin, eh bien, voilà comment je voyais les choses à ce moment-là. Il semble qu'il y a des gens qui ont été nommés, il faisait référence à Kojic, étaient ceux qui... étaient ceux qui leur indiquaient à tout moment ce que nous faisions au sein du gouvernement et qui leur indiquaient ce qui se passait dans la zone. Fin de la citation. Bogunovic a identifié la conclusion raisonnable, à savoir qu'en l'absence d'éléments de preuve qui suggèrent d'autres choses, on est en droit de se poser la question et d'avoir un doute. Planche numéro 11, qui en fait va démontrer les périls et les écueils de l'approche retenue par l'accusation. Parce qu'en fait, cet autre travail de Kojic qui a été fait sur les ordres d'autres personnes telles que Simovic du ministère de la Défense qui donne un ordre personnellement à Kojic, il semblerait en fait qu'il s'agit de devoirs militaires de combat. Mais l'accusation doit prouver par conséquent que à chaque fois, c'était M. Stanisic et non pas Simovic ou d'autres qui relayaient ce type d'ordre. Donc, prendre des éléments de preuve qui ne font l'objet d'aucun litige, qui portent sous le rôle de Badja, qui portent sous le commandement sur Kojic, par rapport à Kojic, avant Tornovo, et supposer que Kojic devait agir sur l'ordre de Stanisic simplement parce qu'il travaillait pour la DB est une approche qui laisse beaucoup à désirer. En d'autres termes, M. Martin est sous mon contrôle pendant cette audience, mais s'il ne se comporte pas de façon non professionnelle pendant
la présentation des moyens à charge TPIR, pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais être... Pourquoi est-ce que c'est à moi que l'on devrait faire des reproches? Si vous prenez la planche numéro 12, vous verrez que par sa 4e stratégie, l'accusation essaie de voiler ou de masquer la différence entre les institutions et les personnes. Vous avez par exemple Bogdanovic. Ce qui nous préoccupe particulièrement, c'est que l'accusation essaie d'établir un lien entre Stanisic et toutes les actions de toutes les personnes, depuis Bogdanovic jusqu'à Simatovic, puis Bajda, etc., etc. Qu'il s'agisse de supérieurs, qu'il s'agisse de consignes qu'il donne, ou qu'il s'agisse d'indiquer qu'il avait le contrôle sur ces personnes lors de la période qui nous intéresse. L'accusation essaie d'isoler les actes des membres de l'entreprise criminelle commune de leurs instruments et essaie de faire la différence entre M. Stanisic, ceux qui travaillaient pour lui, et cela ne fait en fait que masquer la façon dont vous allez pouvoir évaluer la situation, et c'est une interprétation particulièrement dangereuse de l'entreprise criminelle commune, qui d'ailleurs équivaut quasiment à une culpabilité par rapprochement. Alors les planches 13, 14 et 15 sont autant d'illustrations de mon propos, notamment la planche 15, qui ne doit d'ailleurs pas être diffusée au public. La planche numéro 15 est l'exemple convaincant, s'il en fut, de la troisième et de la troisième stratégie prise conjointement. L'accusation vous invite à attribuer les livraisons d'armes de Miloš au nom du MUP de la Serbie à Stanisic, tout simplement parce que, et c'est le seul fondement, parce que l'ADB a utilisé ses services depuis 1991 pour collecter des renseignements secrets. Donc depuis le renseignement secret jusqu'à le ravitaillement ou l'approvisionnement en armes, du MUP à Stanisic et à l'ADB serbe, nous voilà face à un exercice de couper-coller et un exercice d'amalgame qui n'a pas lieu d'être dans une salle d'audience et lors d'un procès. Et puis, j'aimerais maintenant vous présenter la planche numéro 16. Là, il s'agit en fait d'une stratégie de la part de l'accusation afin d'essayer de colmater les brèches là où il y aurait dû avoir des éléments de preuve. Et c'est une façon de vous d'inviter la chambre de première instance à emprunter une voie erronée. Je commencerai par vous dire que nous acceptons que nous avons commis une erreur, une seule, dans notre mémoire en clôture, au paragraphe 1175, car bien entendu, nous acceptons tout à fait le fait que les scorpions ne sont devenus ou n'ont fait partie des forces de réserve de la SAJ qu'en 1998 ou 1999. Toutefois, cette erreur est éclipsée par les nombreuses erreurs de l'accusation. Et la planche numéro 16 vous permettra de comprendre les erreurs les plus graves qui ont été commises. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, voilà ce que nous avançons. La seule méthode afin de présenter une thèse qui se tienne contre M. Stanisic est de procéder et de présenter tous les éléments de preuve, la globalité des éléments de preuve. Mais bien entendu, si nous procédons comme l'a fait l'accusation, avec une présentation sélective, quasiment triée sur le volet, alors là, bien entendu, nous nous retrouvons avec des éléments de preuve qui donnent l'impression de tenir la route. Mais il s'agit d'autant de... Et d'ailleurs, le mémoire en clôture de l'accusation est truffé de ce genre d'exemples. Des allégations non étayées, des citations sélectives, des éléments de preuve, des déductions
tout à fait déraisonnable. Le fait que l'on présente des éléments de preuve pour lesquels il n'existe aucune corroboration. Vous avez par exemple les planches 17 à 29 qui sont autant d'exemples illustratifs de cette approche fâcheuse retenue par l'accusation. Les planches 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 27 sont confidentielles. Je ne vais pas vous les présenter maintenant, mais je vous les laisse pour que vous vous y intéressiez par la suite. Alors, plaider sa cause de façon énergique et convaincante est une chose, mais faire fi des rétractions, cela peut quand même être assez grave. Alors, l'accusation s'est appuyée lourdement sur les carnets de Mladic pour prouver que M. Stanisic était absolument d'accord avec les objectifs de l'entreprise criminelle commune et qu'il participait, qu'il était engagé dans ces approvisionnements, dans cet armement, sans pour autant reconnaître, dans un premier temps, qu'il était un complice, qu'il avait quand même falsifié son carnet, ses cahiers pour supprimer Srebrenica et les références à Srebrenica ainsi qu'à Sarajevo, et sans reconnaître également qu'il y a des éléments de preuve qui prouvent qu'il faisait partie du plan de sécurité militaire de la VRS qui consistait, je cite, à déclarer tous les associés du MUP de Serbie comme autant d'extrémistes et de paramilitaires. Donc, c'est une approche qui est quand même curieuse lorsque l'on pense aux obligations de l'accusation. L'accusation a avancé hier que la défense de M. Stanisic n'avait pas su expliquer comment le fait que Stanisic avait envoyé les hommes d'Arkan et les Scorpions dans le cadre de l'opération PAOK représenterait un avantage pour Mladic et impliquerait Stanisic. Mais ils ont tout à fait raison, nous n'avons fourni aucune explication parce que nous pensions que c'était enfoncer les portes ouvertes. C'est la même réponse à la question suivante. Pourquoi est-ce que l'accusation utilise ou a recours à ces éléments de preuve pour tirer des conclusions importante, eu égard au fait que Stanisic commandait ses unités entre 1991 et 1995. Alors j'aimerais maintenant poser deux questions à l'accusation à propos de ces cahiers et de leur tentative d'impliquer Stanisic dans les actes des Scorpions et d'Arkan. Le général Milovanovic a affirmé que Stanisic avait beaucoup plus de connaissances que lui, eu égard à ce qui se passait en Podrinje. Alors si l'on fait abstraction du fait qu'au même moment, Oric lançait des attaques et que, bien entendu, le chef de la sécurité de l'État devait, bien entendu, savoir ce qu'il passait. Mais Milovanovic a accepté qu'il savait davantage que Stanisic à propos de la plupart des choses. Nous pouvons supposer que Mladic était tout aussi bien informé. Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 1038 à 1043 et 1085 à 1090 de notre mémoire en clôture, les Scorpions faisaient partie d'un système de roulement des unités du 11e corps qui aidait la VRS et Fikret Abdic pendant l'année 1994, avant l'opération PAOK et durant l'opération PAOK. Alors pourquoi est-ce que Stanisic devait se rendre à une réunion pour relater à Mladic ce que Mladic savait déjà, à savoir que les Scorpions devaient se rendre à l'opération PAOK. Mais en fait, il faisait partie du système de roulement du 11e corps. Ou pour m'exprimer de façon différente, pourquoi est-ce que Stanisic devait se rendre à une réunion et dire à Mladic que ce qu'il savait n'était pas vrai?
Stanisic lui a dit « J'ai envoyé les scorpions », alors que Mladic devait savoir qu'il s'agissait du roulement du 11e corps. Deuxièmement, pourquoi est-ce que Stanisic aurait dit à Mladic qu'il avait envoyé des hommes d'Erdout, ce qu'il faut comprendre comme les hommes d'Arkan, alors que d'après l'accusation, Simatovic avait pris des dispositions pour récupérer les hommes d'Arkan, non pas depuis Erdout, mais depuis Belgrade. Stanisic, le chef de l'ADB qui était si remarquablement informé, devait savoir à l'époque que le camp d'Arkan qui à Erdout avait été fermé en octobre 93 et n'avait réouvert qu'en mai 1995. Et vous trouverez les références à cela au paragraphe 1040 de notre mémoire en clôture. Donc, c'est une tentative particulièrement maladroite de la part de Mladic pour essayer d'impliquer Stanisic, et même si tel n'est pas le cas, nous suggérons en fait que l'accusation essaie de nous le faire croire, ce qui pourrait très certainement déboucher sur un déni de justice. Et je souhaiterais maintenant que la planche numéro 30 soit montrée, mais ne soit pas montrée au public. Nous soutenons que, en l'espèce, l'accusation n'a pas su faire preuve de la solennité nécessaire alors qu'elle essaie de demander une détention à perpétuité. Alors il s'agit du mythe évident dont ils ont abusé, à savoir Stanisic a approvisionné en armes et armé les hommes d'Arkan depuis 1991. Nous avons les diapositives 31, 32 et 33 qui montrent en fait que l'accusation a essayé, de façon assez maladroite à nouveau, d'amalgamer les éléments de preuve qui ont trait à Arkan pour l'année 94 et l'année 95, et il semblerait en fait que cela porte plutôt sur les années 91 à 93. Donc, pour mettre un terme à ou pour conclure cette première partie de ma plaidoirie, je dirais en fait que les éléments de preuve présentés, ou la thèse de l'accusation présentée contre M. Stanisic est particulièrement faible. Elle s'écroule sous le poids des allégations. Et je vais maintenant amorcer la deuxième partie de ma plaidoirie pour dire qu'ils n'ont même pas commencé à déterminer ou à établir que Stanisic était le bras droit de Milosevic, ou était un coordinateur, ou était soit un coordinateur politique ou de ses activités militaires. Ils n'ont même pas réussi à établir qu'il était quelqu'un qui fournissait des hommes à partir de Belgrade. Ils n'ont même pas réussi à établir qu'il contrôlait ne serait-ce qu'une seule force paramilitaire. Alors lorsque nous prenons la globalité des éléments et lorsque nous utilisons et nous appliquons le droit, je dirais en fait que l'accusation a réussi à nous faire comprendre ce que nous savions déjà, à savoir Stanisic était très proche des événements. L'accusation a évité d'entendre des éléments de preuve gênants et a développé le reste pour ne pas réunir les conditions de ce critère, ce qui signifie qu'il faut considérer l'ensemble des éléments de preuve à l'exclusion des déductions raisonnables. Cela éveille des soupçons. Rien de plus n'a été montré. Et si je puis maintenant passer à la deuxième partie de mes arguments, à savoir la planche numéro 34,
Je souhaite passer un certain temps, placer dans son contexte la thèse de l'accusation présentée dans son mémoire concernant le rôle allégué de Stanisic, à savoir comme quelqu'un gérant la filière de communication ou un membre de l'entreprise criminelle commune. Comme vous pouvez le constater au paragraphe 187 du mémoire en clôture de l'accusation, la thèse de l'accusation consiste à dire que M. Stanisic a été une filière de communication, a facilité le travail des membres de l'entreprise criminelle commune, à savoir pour qu'ils puissent concourir à la réalisation des crimes. Il a coordonné les activités entre Milosevic et Babic, entre Milosevic et Hadžić, Milosevic et Martić, Milosevic et Karadzic. Monsieur Stanisic n'était ni un commandant militaire ni un dirigeant politique. Il ne commandait pas d'armée et ne siégeait pas non plus au Conseil de défense suprême de la RFY en rendant des décisions politiques. Son rôle élargi tel qu'il est allégué, à savoir l'entraînement, le financement, la fourniture d'armes et de matériel aux forces serbes en RSK, SBSO et Bosnie, l'emploi et le contrôle d'unités spéciales se fonde sur le fait qu'il a été le coordonnateur et le facilitateur des activités des dirigeants politiques et militaires, des actions des dirigeants militaires et politiques. La deuxième partie de ces plaidoiries examinera ce fondement à l'égard de chaque crime et de chaque dirigeant politique. La thèse de l'accusation, nous faisons valoir, n'a pas été prouvée. En ce qui concerne la SAO de Krajina, Mesdames, Messieurs les juges, vous comprendrez que la thèse ou le procès contre M. Stanisic se fonde sur la relation présumée qu'il avait avec Martić et Babic. Ceci a permis à M. Stanisic, comme dit cette théorie, de contrôler l'armée, les paramilitaires, Golubic, les Klinja, ainsi que les unités spéciales Arkan et les Scorpions. Nous allons en premier lieu parler de Martić et ensuite de Babic. La diapositive numéro 35 ne doit pas être diffusée à l'extérieur, s'il vous plaît. Cette planche résume les allégations principales de l'accusation portant sur le rôle allégué qu'aurait Stanisic en tant que coordinateur des actions de Martić. Mesdames, Messieurs les juges, si vous regardez ceci très brièvement, vous constaterez qu'un des traits les plus marquants de cette affaire est le fait qu'il se réponde, que l'accusation se fonde quasiment exclusivement sur GF39, un des hommes de Martić. Techniquement parlant, il n'est pas nécessaire de corroborer ces éléments, mais bien évidemment, Mesdames, Messieurs les juges, si nous devons respecter la présomption d'innocence, cela est inséparable de cet incident, car si on établit que Stanisic était le coordinateur clé de toutes les actions de Martić, le bon sens commun et le principe juridique imposent qu'il faut plus que la parole d'un homme, surtout GF39 qui était complice et qui avait la réputation d'être un tyran et un voleur. Vous vous souviendrez du récit de JF39. Nous avons longuement parlé dans notre mémoire en clôture. Il est truffé de contradictions sur des questions cruciales. On peut faire valoir que ceci a été corroboré par la déposition de feu Babic. Nous savons, comme Babic l'a dit, que la relation entre Martić et Stanisic l'a écrasé, l'a conduit à enfreindre le droit international. JF 39
a fourni le fondement pour fournir les détails sur cette relation alléguée en affirmant qu'il avait observé que M. Stanisic avait coordonné toute l'aide avec le gouvernement de Milosevic, avec la force de police de Martic. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que les deux hommes ont présenté des faux témoignages. Alors, planche numéro 36 qui ne devrait pas être diffusée à l'extérieur, s'il vous plaît. J'espère que, Monsieur le Président, Mesdames les juges, vous disposez également d'un livret avec ces planches. Je vous demande de bien vouloir regarder 36 et 37 ensemble. Babich et JF 39 se contredisent de façon évidente en montrant que le procès contre Stanisic, dès le départ, comme une maison construite sur du sable, manque de véritable fondement. En quelques mots, Babich et JF 39 prétendent l'un et l'autre d'avoir pris part à l'organisation de l'aide de Milosevic fournie à la police de Martic et à la création et à l'approvisionnement de Golubic. JF39 prétend que ces dispositions ont été prises aux fins de créer, d'approvisionner la police et de créer Golubic. En janvier 1991, lors d'une réunion entre Bogdanovic, Stanisic et Martic. Il faut remarquer que ceci était prétendument le deuxième stade, appelons-le comme ça, du plan Golubic, un plan visant à créer des forces paramilitaires qui avaient était déjà en place d'après le témoin JF39 depuis le mois de septembre 1990. Babich, d'autre part, affirme que ces dispositions ont d'abord été prises au mois de mars 1991 et que Golubic n'a pas participé à ces plans. Il lui-même a été surpris lorsque les hommes de l'ADB sont venus pour créer Golubic. Donc, l'accusation vous demande d'accepter le fait que Babich méconnaissait complètement les dispositions prises par Martic, Milosevic et Stanisic, qui avaient commencé en septembre 1990. Il est allé voir Milosevic en mars et le 20 mars 1991, il a demandé au ministère de l'Intérieur de cette force de police qui venait de naître de lui fournir son aide, qui venait d'être créée. Correction interprète. D'après le récit de JF39, à l'époque où Babich recherchait ou demander qu'on lui fournisse de l'aide pour la nouvelle police de Krajina en SAO, Stanisic avait déjà fourni ses approvisionnements depuis 7 mois. Et depuis le mois de janvier 1991, Stanisic avait fourni des armes dans des camions du MOUP avec des plaques d'immatriculation bleues indiquant que celles-ci appartenaient aux forces de police serbes, conduits par des hommes portant des uniformes de la police spéciale. Conduits directement à Knin. Je crois qu'il nous faudrait quelques ombres pour cacher ces camions, et pas seulement un camion. Personne, ni même les autorités en Bosnie, Babich ou JF39 ne semblent avoir remarqué cela. Il s'agit d'une affaire où le bras droit et le bras gauche font des choses différentes. Et JF39 ou Babich, qui fait une économie de la vérité? Est-il possible ou probable que Babich se soit rendu séparément ou seul rencontré Milosevic en mars 1991,
lui demandant l'aide de la police, ne sachant pas que Stanisic coordonnait l'approvisionnement avec Milosevic pour qu'il l'envoie à Martic et qu'il faisait cela depuis le mois de septembre 1990. Est-ce que nous pouvons passer au huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît? Le Président, nous allons passer au huis clos partiel. It depends on whether we split up. Président, alors je ne sais pas si nous allons diviser ceci en deux parties. Nous avons commencé en retard, donc si vous continuez pendant 7 ou 8 minutes encore, à ce moment-là, ce serait une répartition égale. Mais si vous, Monsieur Stanisic, souhaite avoir une pause, dans ce cas, nous pouvons le faire. No, I think we can continue. Thank you. Yes. Maître Jourdain, je crois que nous pouvons poursuivre le Président. Nous allons poursuivre pendant 7 à 8 minutes supplémentaires. Le greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Madame, Monsieur le juge, question. Alors, faisons fi du sens commun pendant un moment. Et à supposer que Babic ne savait absolument pas qu'il ait rendu visite à Milosevic en mars 1991, sans indiquer cela à Stanisic, sans comprendre que Stanisic, pour le compte de Milosevic, avait coordonné des approvisionnements importants d'armes et de liquides pendant 7 mois. Est-ce que nous pouvons voir la planche de numéro 37. Pardonnez-moi, je crois que non, il ne faut pas la diffuser. Si, nous pouvons l'afficher en public. Comme vous le constaterez, Madame la juge, en regardant la planche numéro 37, après la réunion qui s'est tenue en mars 1991, Babic s'est entretenu avec l'assistant de Martic au sein de la police, Zelen Baba. Et Zelen Baba s'est-il tourné vers Martic pour dire « Cher Président, je vais vous raconter une histoire à propos du frère de Martic, Monsieur Stanisic, qu'elle vous faisait confiance à 100%. Ne savez-vous pas? Il livre des armes depuis plusieurs mois. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas ?» Non. Non. Why did Milosevic, Bogdanovic, et pourquoi Milosevic, Bogdanovic ou Stanisic n'aurait-il pas dit à Babic lors de la réunion de mars 1991 d'arrêter de faire perdre son temps à tout le monde puisque l'organisation avait fonctionné parfaitement depuis 7 mois, non seulement pour ce qui était des barricades, mais également pour le financement des sentinelles de nuit. Et au lieu de cela, Zelen Baba dit à Babic que c'est Kertész qui a enfoncé et ouvert en grand les portes de la défense territoriale. Rien au sujet de camion du MOUP, rien au sujet de Stanisic et rien non plus au sujet de ce soi-disant amour fraternel. Pourrions-nous maintenant passer à la planche numéro 38, s'il vous plaît? Car il y a une troisième version. Ceci est confidentiel. Selon la théorie de l'accusation, la pièce P975 est un extrait d'un discours fait par Milosevic lorsqu'il s'est adressé aux membres des conseils locaux le 16 mars 1991. Ceci est censé être la réitération d'un ordre émis le jour précédent et ayant conduit à la création de Golubic. La planche numéro 38 contient le passage pertinent. Et pourtant, selon le témoin JF 39, sur lequel repose la théorie à l'encontre de Stanisic au sujet de la coordination supposée avec Martic, Milosevic était occupé à créer de nouvelles forces de police en Krajina dès le mois de septembre 1990, ou au moins à partir de janvier 1991. Selon JF 39, en janvier 1991, Stanisic avait effectivement agi sur ordre de Milosevic afin que le camp de Golubic ouvre très rapidement. Et pourtant, Milosevic lui-même semble ne pas avoir été au courant de son propre rôle de coordination en matière d'approvisionnement et de sa propre décision de créer Golubic 2 mois plus tôt. Cela n'a aucun sens et n'en aura jamais.
JF-39 built JF-39 a construit cet édifice sur du sable, mais ce sont Babić et Milošević qui l'ont fait s'écrouler. Alors, la planche numéro 39 est confidentielle et ne doit pas être diffusée. La déposition de JF-39 est absurde et on peut le démontrer. JF-39, c'est parjuré. slide La planche numéro 39 présente des preuves de la façon dont il a échoué à rester, de la façon dont il n'a pas réussi à rester cohérent sur les questions les plus fondamentales, témoignant ainsi de son parjure. Est-ce que l'armement et la coordination par Stanisic au nom de Milošević se sont arrêtés en juin, ou bien ont-ils continué pendant 5 années entières? Alors, voyons cela d'un peu plus près. Alors, je ne sais pas si c'est un bon moment peut-être pour faire une pause. Le Président, eh bien, nous en sommes à 75 minutes. Faisons maintenant la pause. Vous aurez un autre volet d'audience de 75 minutes. Et ensuite, la défense de M. Simatović pourra prendre la parole. Nous allons donc faire une pause de